Alors, j'ai la difficile charge de remonter le temps, si j'ai bien compris. Donc, je vais faire vite. On m'a demandé de parler vite. Je sais faire. Vous m'arrêtez quand même si c'est vraiment trop vite. Alors, on va parler de certaines notions. Du coup, ça va me permettre justement d'éliminer certaines choses, de certaines notions qu'on a de fait déjà un petit peu vues. Nicolas a parlé de repositionnement de médicaments. Donc, dans le cas de ce travail qui est assez débutant, vous allez voir. On va parler des bêta-bloquants justement, et puis ça se positionne dans un cas de méduloblastome. Donc ça, pour le coup, alors si j'arrive à passer, oui, ce sont des tumeurs donc, que je ne vais pas représenter. Le repositionnement de médicaments, vous avez compris le principe, tout est dit dans le nom, c'est-à-dire que c'est réutiliser des médicaments en tant que tels et pas des candidats médicaments pour de nouvelles indications thérapeutiques, avec comme avantage, vous doutez bien, la connaissance de la toxicité, de la pharmacocinétique, etc. Et donc des moindres coûts et donc une rapidité de développement de transposition en clinique qui est non négligeable, bien évidemment. Alors les bêta-bloquants, si on doit les résumer en deux mots, ce sont des antihypertenseurs extrêmement connus, extrêmement utilisés dans tout ce qui est maladie cardiovasculaire. Vous en avez probablement tous entendu parler pour leur explosion en termes de prise en charge des hémangiomes sévères de l'enfant. Et puis vous avez peut-être aussi vu passer de plus en plus de données sur ces bêta-bloquants et notamment sur le propranolol, principalement le propranolol, pour leur intérêt justement dans les tumeurs, alors un peu de tout type, mais on va dire à haut risque et réfractaire dans l'ensemble. Alors, dans le cas des méduloblastomes, la première des choses qu'on a vérifiées donc en collaboration avec Steve Clifford, ça avait été l'expression simplement chez les patients, donc sur les tumeurs de méduloblastome, des récepteurs bêta-adrénergiques, puisqu'ils sont largement décrits comme la cible première de ces bêta-bloquants, d'où leur nom d'ailleurs. Alors, comme vous le voyez, on ne va pas rentrer dans le détail, mais globalement, on a notamment l'expression des récepteurs bêta 1 et bêta 2 sur les différents groupes, et notamment les groupes qui vont nous concerner un peu plus aujourd'hui, que sont certains groupes SHH, et puis des groupes 3, voire 4 dans certains cas. Alors, on va en reparler de ces récepteurs, puisque finalement, on a été assez déstabilisé par la suite. Donc là, l'objectif, c'est voir si les bêta-bloquants peuvent trouver leur place dans la prise en charge des médulos, avec évidemment pour objectif, comme toute association potentialisée, de pouvoir améliorer non seulement les traitements standards, c'est-à-dire, je vais vous montrer un peu de données précliniques in vitro sur la potentialisation vis-à-vis de la radiothérapie, et puis certains agents de chimiothérapie, je les passerai aussi rapidement. Et donc, évidemment, un des objectifs à côté de ça, c'est de pouvoir envisager une réduction des doses de radiothérapie et donc, comme ça vient de vous être présenté, des effets secondaires, etc., qui vont avec. Alors, en termes de modèle cellulaire, ce qu'on a, c'est un petit panel de lignées de méduloblastomes. Je ne vous les détaille pas éventuellement, on en rediscutera après si besoin. Ils répondent toutes, c'était évidemment un prérequis obligatoire à ce travail, elles répondent toutes, ces cellules, à 3 bêta-bloquants principaux, alors qu'on n'a choisi pas au hasard, non seulement pour le faire bref, parce que ce sont des bêta-bloquants lipophiles, donc là, pour le coup, ils passent la BHE, ce n'est pas le cas de tous les bêta-bloquants, et dans les cas du méduloblastome, on ne se pose pas la question de cet intérêt. Et puis, ce sont des bêta-bloquants dans les 3 cas, donc carvedilol, nebivolol, propranolol, qui, sur des travaux précédents, donc justement avec Eddy Pasquier toujours et Nicolas André, que vous avez entendu, ont montré leur efficacité préclinique là aussi dans les neuroblastomes. Donc le choix avait été vite fait. Bon, vous voyez qu'il y a une activité de toute façon sur toutes les cellules de méduloblastome, vous avez compris, avec ces 3 bêta-bloquants. Ça a été confirmé en collaboration avec Olivier Hérault sur des cellules de méduloblastome murin. J'ai mis juste 2 exemples, mais vous avez compris, à chaque fois, c'est la même chose avec les 3 bêta-bloquants. Propranolol à gauche, carvedilol à droite, et donc un effet dose dépendant attendu sur la croissance de la tumeur, des cellules tumorales. Et enfin, en bas, toujours dans les prérequis, on a un autre type de validation avec une activité de ces bêta-bloquants, donc toujours propranolol, carvedilol ici présenté, mais on a la même chose avec le NEBI. Et donc, je ne sais pas si vous arrivez à le voir, mais globalement, hop, pour traduire ce type de schéma, on a juste une induction de la mort dans des cellules primaires dérivées de patients de groupe 3, induction de la mort, dose étant dépendante. Donc ça faisait partie des prérequis. À partir de là, on en a aussi profité juste pour montrer que ces bêta-bloquants, et on n'est évidemment pas les premiers à le montrer, mais sur les méduloblastomes, pour le coup, avaient aussi des activités antimigratoires, anti-invasives. Alors, il y a 2 processus, il y en a bien d'autres qu'on a fait que je ne vous montre pas là. Il y a notamment tout ce qui est migration des cellules de méduloblastome, on va dire assez spontanée. Pour ça, j'espère que vous voyez assez rapidement les choses.
On a pour des faibles doses de propranolol, de nebivolol et de carvedilol, et quels que soient les modèles utilisés, des inhibitions très conséquentes, et ce à temps court, hein, on est toujours en quelques heures de traitement uniquement, donc des effets antimigratoires assez conséquents. Et puis vous en avez vu passer, me semble-t-il, dans certains des topos précédents, lorsqu'on forme des sphéroïdes tumoraux, donc des micromasses tumorales 3D, on a aussi spontanément, au-delà du film, hein, là, qui lui ne dure que 48 heures, mais qui est accéléré, je vous rassure pour le coup, on a au bout d'une semaine, voire 15 jours, des migrations spontanées, ce qu'on appelle de l'invasion périsphéroïdique, c'est-à-dire que finalement, le sphéroïde, au-delà de sa croissance, va en quelque sorte se disséminer. C'est ce que vous voyez ici dans des sphéroïdes d'ONS 76, donc groupe 3, 4 en l'occurrence, qui est presque disloqué au profit d'une invasion systématique des cellules, alors que sous l'effet des bêta-bloquants, on n'a pas en tant que tel ici une réduction importante de la masse tumorale, mais par contre on a une inhibition complète de l'invasion périsphéroïdique, donc on laisse la micromasse tumorale en localisée. Bien, alors les bêta-bloquants seuls, ce n'est pas vraiment ce qui nous intéressait. Je vous ai dit, notre objectif était évidemment de les positionner vis-à-vis des standards de façon générale de traitement des médulos. Donc la première des questions qui s'est posée, et celle que je vais principalement vous présenter aujourd'hui, c'est vis-à-vis de la radiothérapie. Est-ce qu'on pouvait faire quelque chose à ce niveau-là? Est-ce que les bêta-bloquants peuvent avoir un rôle à jouer en association avec la radiothérapie? Alors pour ça, on a commencé par faire des mono-expositions, des co-traitements, radiothérapie plus bêta-bloquant. Donc là aussi, vous avez le propranolol, mais on a la même chose avec les deux autres. On passera là-dessus, ça nous arrange pour aujourd'hui. Vous avez, alors dans ce grand schéma, globalement, ce qu'on peut retenir, c'est ça, c'est-à-dire que avec une dose de, hop, je vous le montre quand même, radiothérapie, pardon, c'est l'autre, radiothérapie 10 grés ici, donc en un seul co-traitement, et un bêta-bloquant qui en tant que tel ne fait pas forcément beaucoup d'effets, c'était l'objectif hein, évidemment de ces co-traitements. On a malgré tout possibilité d'avoir le même effet en combo radiothérapie 5 grés plus bêta-bloquant que l'effet qu'on avait avec la radiothérapie 10 grés seul. Autrement dit, on a possibilité de baisser les doses, alors ici d'un facteur 2, et ça ne sont que des données préliminaires, mais on a une diminution possible des doses à l'ajout du bêta-bloquant, des bêta-bloquants quels qu'ils soient. Alors la même chose, la même conclusion sur les sphéroïdes 3D, donc c'est sur ces micromasses tumorales, puisque comme vous le voyez là, toujours en exposition unique, un co-traitement, les différents schémas de traitement ont été testés. Là aussi, je passe dessus, on a les mêmes résultats, que les bêta-bloquants soient mis avant, après ou pendant la radiothérapie, l'irradiation en tout cas de ces cellules ou de ces sphéroïdes 3D. Donc là, vous le voyez, même pour des effets de bêta-bloquants qui sont très souvent ici, même non efficaces, pardon, c'est là, hop. Vous avez une potentialisation des effets de la radiothérapie en mono-exposition, 2 grés, 5 grés, 10 grés, jusqu'à atteindre le maximum d'activité. Et puis, comme tout à l'heure, si vous voulez que je vous traduise ce schéma-là comme celui qu'on vient de voir juste avant, on a une efficacité, vous le voyez ici, du 5 grés par exemple, combiné au bêta-bloquant qui est identique, en gros, au 10 grés solo. Donc possibilité, alors ça, donc avec le propra, avec le carvedilol, avec le nebivolol, sur tous les modèles de méduloblastome que vous avez vus jusqu'à maintenant. Donc en gros, comme information phare à retenir, il y aurait une possibilité de mettre des bêta-bloquants pour potentialiser les effets de la radiothérapie et donc éventuellement en diminuer les doses et les effets secondaires. Alors on ne s'est pas arrêté, vous l'avez compris, à ces traitements uniques, c'est pour ça que je précisais que c'était du co-traitement unique. On a fait du fractionnement avec ici des co-traitements donc quotidiens pour le coup. Bon, petite dose répétée en propranolol, vous avez compris que ça peut s'appeler métronomique si vous voulez. Là, en l'occurrence, pour la radiothérapie, c'est le standard. Donc, de toute façon, ça tombait plutôt bien. On a accordé les deux. Donc, on a à nouveau fait des co-traitements. On a baissé les doses, bien évidemment, des bêta-bloquants pour passer à des doses qui, en tant que telles, n'ont pas particulièrement d'effet, sauf à la répétition. Et c'est globalement ce que vous voyez là. Alors, tout ça, c'est fait sur micromasse tumorale. Hein. On le fait pas autrement, là, pour le coup, sur les cellules en culture simple. On a des modèles qui sont fluorescents, ce qui nous permet de suivre donc au quotidien l'évolution de ces masses tumorales. Et pour ne vous donner que deux exemples ici, ça c'est avec le carvedilol, ça c'est avec le nebivolol. Vous avez l'effet de la radiothérapie qui, volontairement, hein, sur ces modèles choisis, est complètement absente, on est bien d'accord. Sauf qu'en combo avec à gauche le carvedilol, à droite le nebivolol, vous voyez sans hésiter l'activité de la radiothérapie quotidienne, donc fractionnée, qui est largement potentialisée. Encore une fois, même chose avec les 3 bêta-bloquants et tous les modèles de méduloblastome, et c'est ce que vous résume ce schéma qui suit.
enfin en tout cas en partie, parce que là j'ai pas mis les 6 modèles pour le coup, simplement question de place. En orange, ce qui vous est montré là, c'est le combo, donc en orange clair, le combo avec le propranolol, le solo étant là, sur donc toutes les lignées. Même chose avec le carvedilol un peu partout, et une amélioration aussi très conséquente des effets de la radiothérapie avec le nebivolol, encore une fois, sur tous ces modèles qui ici sont donc 4 groupes, on va dire, non SHH, non WINT, si on veut être réglo avec les dernières classifications. Alors là aussi, il nous fallait évidemment le confirmer, donc c'est ce qu'on a fait avec Olivier Hérault sur des cellules primaires dérivées de médulo groupe 3 de patients. Si vous le voyez sur les deux, par rapport à la radiothérapie qui ici est en violet foncé, on améliore l'efficacité de cette radiothérapie avec le propranolol ici présenté. C'était la même chose avec les autres bêta-bloquants, vous l'avez compris. Donc dans l'ensemble, on a des bêta-bloquants qui potentialisent très significativement les effets de la radiothérapie, même donc en répétition quotidienne. Et puis on a monté, entre-temps, on a mis en place des modèles dits organotypiques, c'est-à-dire qui consistent ici à utiliser les sphéroïdes de méduloblastome stablement fluorescents, qui sont très utiles pour monitorer au quotidien, voire plusieurs fois dans la journée, le suivi de l'évolution tumorale. On le greffe donc dans ces modèles organotypiques sur des coupes très épaisses de cervelet, ce qui nous permet d'avoir un micro-environnement beaucoup plus intelligent, bien évidemment, que le fond de puits qu'on avait jusqu'à maintenant. Donc on suit toujours grâce à cette fluorescence non seulement la croissance de la masse tumorale première, mais également l'invasion des cellules de méduloblastome dans le cervelet sain. Et de fait, donc on retrouve les deux paramètres qui vous ont été présentés initialement. Bon, tous les modèles ont été, tous ceux que je vous ai présentés, là encore, j'ai fait un choix pour que les images soient assez grandes, mais tous les modèles donc ont été réalisés avec chacun leurs caractéristiques, évidemment, de progression tumorale et d'invasion. On a fait les premières expérimentations avec la mise au point de la radiothérapie, là aussi, ne sachant pas trop où on mettait les pieds. L'objectif était, et c'est ce qu'on a réalisé, toujours du 1,8 Gray quotidien, donc répété, vous l'avez compris. Les effets sur ces différents modèles, donc sur l'évolution de la masse tumorale au sein du cervelet, sont variables en fonction des modèles, mais surtout ce qui nous intéressait, c'était, et là ce sont des premiers résultats, on est bien d'accord, hein, c'est un projet vraiment en cours là, les premiers résultats de ces combos montrent encore des choses assez intéressantes en termes d'association, c'est-à-dire qu'on peut potentialiser les effets de la radiothérapie a priori avec les bêta-bloquants. Pour l'instant, on n'a que le propranolol là-dessus, simplement parce que les modèles sont un peu longs à mettre en place et que comme on les suit, là on vous a mis 14 jours, mais comme en réalité on les suit jusqu'à 1 mois, vous comprenez bien qu'il y a une certaine inertie dans les expérimentations qui demandent du temps. Alors, si on doit retenir une seule chose, j'espère, même en le faisant rapidement, vous avoir convaincu du fait que, globalement, nos données montrent que les bêta-bloquants peuvent avoir un rôle dans la potentialisation des effets de la radiothérapie, en tout cas sur les modèles qu'on a développés. Et puis la question, évidemment, qui restait à ce moment-là, alors il n'y en a pas qu'une, hein, mais dans les questions qui nous restaient à ce moment-là, c'était évidemment quel est le rationnel mécanistique, qu'est-ce qui se passe là-dessous. Donc on s'est retourné vers les premières choses que je vous ai montrées, c'est-à-dire l'expression des récepteurs bêta-adrénergiques, qu'on a évidemment profilé dans nos modèles, nos différents modèles tumoraux. Alors sans être grand expert, je pense que de toute façon ça se voit assez vite qu'on a une certaine hétérogénéité dans l'expression des récepteurs bêta-1, bêta-2, c'était principalement ceux qui nous intéressaient au regard de ce qu'on a vu comme résultat chez le patient, mais les bêta-3 sont tout aussi hétérogènes. Et très clairement, on n'avait déjà pas, à la simple analyse de ces résultats, pas de corrélation entre le niveau d'expression de ces récepteurs bêta-adrénergiques et la réponse des cellules de méduloblastome aux bêta-bloquants. Alors ça ne nous a pas suffi. On a réalisé des ARN interférences, donc avec des siRNA dirigés donc contre les récepteurs bêta-adrénergiques les isoformes 1 et 2. Je pense que là aussi ça se voit assez vite, que ce soit avec... Hop, on reprend le propranolol, le nebivolol et le carvedilol que j'ai pas eu la place de mettre. On a très clairement des superpositions, autrement dit, indépendance totale de la réponse des méduloblastomes aux bêta-bloquants vis-à-vis donc de ces récepteurs bêta-adrénergiques. Alors je ne vous montre pas évidemment aussi les vérifications du fait qu'on a évidemment des diminutions très importantes des récepteurs en termes d'expression. Hein, ça a été vérifié, là vous devez me faire confiance. Alors on s'est tourné vers d'autres voies de signalisation, hein, puisque ce n'était pas la voie canonique. Là encore, fort de notre expérience dans les neuroblastomes, où on avait pu montrer, alors on n'avait pas fait de bioénergétique, mais on avait montré de jolies fragmentations des mitochondries, et donc un endommagement du réseau mitochondrial et de son fonctionnement de façon globale, qui était plus à la base lié avec l'apoptose. Mais malgré tout, ça nous a servi, et au regard de la littérature, de piste qui a été validée ensuite, puisque, comme vous pouvez le voir, quelles que soient les doses
chose de bêta-bloquant. Alors là aussi, c'est le propranolol. On a la même chose avec tous les bêta-bloquants systématiquement sur tous les modèles qu'on teste, quel que soit de base leur profil énergétique. On a donc pour des gammes de doses, y compris celles qui sont très faibles, hein, ça se voit très bien, une inhibition de la respiration, des fonctions respiratoires mitochondriales. Et ça se traduit, vous l'avez là, par donc une perte totale de la respiration basale, de la respiration maximale. Donc là encore, les 3 bêta-bloquants avec des gammes de doses à chaque fois. Une perte totale des capacités de production de l'ATP via ces mitochondries et au passage, graphe que je ne vous ai pas montré, des variations aussi dans la glycolyse qui nous amènent à une diminution très conséquente, alors là il n'y a plus les stats, je ne sais pas pourquoi, de la réserve glycolytique. Donc en gros, les bêta-bloquants inhibent de façon très conséquente les 2 grandes voies bioénergétiques dans ces cellules de méduloblastome. Et au-delà de l'inhibition en tant que telle de ces voies qui induit évidemment une catastrophe énergétique, ça veut dire aussi que les cellules n'ont plus aucune souplesse, aucune possibilité de faire un shift bioénergétique vers une voie ou vers une autre, alors qu'on sait très bien qu'elles reposent là-dessus pour leurs différents processus migratoires, prolifératifs, etc. Alors, ce qui soutient encore l'importance de la bioénergétique dans la réponse aux bêta-bloquants, dans ces méduloblastomes, c'est le fait qu'on ait établi donc, des modèles de résistance aux bêta-bloquants, aux 3 bêta-bloquants. Là aussi, je ne vous le remontre pas, mais il n'y a pas eu de changement dans l'expression des récepteurs bêta-adrénergiques. Bon, ça c'est en accord avec les premières données que je vous ai montrées. On a une résistance croisée entre les 3 bêta-bloquants, j'espère que vous arrivez à le voir. Ce qui normalement est lycée50, en gros, se réduit dans les cellules résistantes au propranolol, au carvedilol, au nebivolol, se voit affecté vis-à-vis de la réponse aux 3 bêta-bloquants respectifs, et pas uniquement à celui pour lequel on avait designé la résistance. Donc ça suggérait évidemment quelque chose de commun. Et puis, on s'est évidemment tourné à nouveau vers la bioénergétique mitochondriale, et comme j'espère que vous le voyez ici, par rapport au contrôle qui est ici en bas en bleu foncé, on a une augmentation, là pour le coup, systématique des fonctions respiratoires mitochondriales dans ces cellules résistantes, quel que soit le bêta-bloquant auquel elles sont résistantes, et donc une augmentation de la production d'ATP, donc tout ça à l'inverse exactement des effets des bêta-bloquants eux-mêmes. Donc ça soutient vraiment l'importance, le rôle clé de la bioénergétique mitochondriale notamment, et probablement de la bioénergétique de façon générale, du métabolisme énergétique, dans la réponse aux bêta-bloquants. Alors, à partir de là, donc, si on remet tout ça un peu en bilan, donc on a des bêta-bloquants qui inhibent très, très efficacement, très significativement l'OXPHOS, la phosphorylation oxydative, la respiration mitochondriale en tout cas. Ils produisent des radicaux libres en effet, en conséquence. Ça, ce n'est pas une surprise, hein, c'est des choses qu'on a régulièrement, évidemment, on est allé les chercher en connaissance de cause dès qu'on a des inhibitions de la chaîne respiratoire. Donc là, je vous ai mis un exemple, justement, toujours dans les ONS 76, si je ne me trompe, avec propranolol, carvedilol et nebivolol, qui, encore une fois, même à faible dose, augmentent parmi les radicaux libres la production de superoxyde. Ce stress oxydatif est, comme je vous le disais, dans le neuroblastome, ça c'était justement la chose qu'on avait faite et qu'on a là retransposé dans les méduloblastomes. Donc ce stress oxydatif est associé à la fragmentation, à la perméabilisation des membranes mitochondriales. Là aussi, j'espère que vous arrivez à le voir. Donc ça, c'est d'un réseau mitochondrial très tubulaire dans des cellules de méduloblastome de groupe 3, donc contrôle. Et lorsqu'il est exposé au carvedilol, au nebivolol, et là encore, au propranolol, on a une très jolie fragmentation de ce réseau qui, sans surprise, est associée à l'induction de la mort, l'inhibition de l'invasion, l'inhibition de la migration et de la prolif, etc. Alors, vis-à-vis de la radiothérapie, l'hypothèse actuelle, évidemment, c'est le fait qu'au cœur de ce fonctionnement des bêta-bloquants, on est en réalité une production de radicaux libres, ce qui s'accorde plutôt pas mal avec le mécanisme d'action de la radiothérapie. Et donc, on est en train actuellement d'investiguer cette partie-là sur tout ce qui va être enzymes de réparation de l'ADN, justement, ainsi qu'évidemment production de radicaux libres dans les combos, dans les associations, pour s'assurer qu'effectivement, c'est à ce niveau-là que se fait on va dire le palier de synergie d'un point de vue moléculaire. Et je continue toujours aussi vite, ça va être beaucoup plus court, pour vous dire que, je vous l'avais dit au début, on ne s'est pas arrêté à la radiothérapie puisque c'est évidemment pas l'unique traitement de référence dans les méduloblastomes. On a aussi évalué l'association de ces 3 bêta-bloquants dont je vous ai parlé depuis le début avec certains agents de chimiothérapie que sont la vincristine, le cisplate et le cyclophosphamide. Ce qu'on a, alors ça c'est juste la réponse des différents modèles de méduloblastome à ces 3 agents de chimiothérapie conventionnels. On va faire très rapide sur les différents modèles que je vous ai présentés. On
On a systématiquement une très belle synergie avec la vincristine et uniquement avec la vincristine. Alors je pense que cette courbe est assez parlante. Elle vous montre donc les effets de la vincristine, vous l'avez compris, en violet. L'association avec une dose de propranolol qui en tant que telle ne fait que 5% d'effet, autrement dit très faible dose. 10% d'effet, hop, j'ai perdu la souris, qui est là. Et donc vous le voyez très facilement, il y a une synergie entre les deux. Alors une potentialisation entre les deux qu'on a confirmée avec des calculs d'indices d'association, des CI, des indices de combinaison. Qui, vous êtes peut-être à l'aise avec ça, donc marque une additivité dès qu'on est autour de 1, une synergie dès qu'on est en dessous de 1 dans cette zone-là, et comme vous le voyez, avec donc propranolol à gauche, nebivolol au milieu et carvedilol à droite, on a systématiquement ou de l'additivité ou de la synergie dans ces modèles de groupe 3, donc exposés à la vincristine plus au bêta-bloquant, alors qu'on voit très bien un antagonisme avec le cisplatine, et on a dans les dernières données la même chose avec le cyclophosphamide, antagonisme. Alors, hop, on passe cette diapo. Donc, pour remettre aussi là-dessus, sur ce petit schéma bilan, l'effet des 20K alcaloïdes, là, ça a été un peu plus facile parce que pour le coup, on avait l'expérience du neuroblastome. On avait déjà montré dans le neuroblastome, parce que c'était infantile, mais dans d'autres tumeurs aussi adultes, décidément, que les 20K alcaloïdes avaient cette facilité à cibler l'oxphose. Donc, on s'en est assuré dans les méduloblastomes. Là aussi, je vous montre une courbe, vous allez devoir me croire, on l'a fait dans tous les modèles que je vous ai présentés. Et donc, à partir de ce moment-là, le rationnel mécanistique à cette synergie était évidemment plus facile, puisque simplement, la cible était commune, c'était l'oxphose, avec une production de radicolibre qui est plus conséquente. Ça c'était la vincristine seule, ça c'est l'association, donc on a utilisé dans ce cas-là toujours pareil, des doses tellement faibles qu'en tant que telles, elles ne modifient pas le métabolisme énergétique et qu'en association, elles réduisent la respiration basale, la production d'ATP, la réserve glycolytique que vous voyez ici. Donc encore une fois, avec la vincristine et sélectivement avec la vincristine, une très belle inhibition de la respiration mitochondriale qui concourt, sans grande surprise là aussi, à la fragmentation, la perméabilisation des membranes et tous les effets cellulaires qu'on connaît derrière. Donc là encore, pour faire un peu rapidement, les contrôles très tubulaires, nebivolol, carvedilol à des doses qui en tant que telles n'affectent pas le réseau tubulaire mitochondrial, la vincristine à peine, et ensemble, j'espère que là aussi vous arrivez à le voir au regard de la photo d'en face, une fragmentation dès 6 heures de traitement, alors qu'on a des effets qui sont au-delà de plusieurs jours. Donc ce sont vraiment des effets très précoces dans le mécanisme d'action et donc dans cette synergie entre vincristine et bêta-bloquant. Voilà le bilan. Donc, j'espère que vous avez à peu près compris l'ensemble. Globalement, si on doit retenir une chose, c'est qu'on est assez convaincu que les bêta-bloquants peuvent trouver leur place dans les traitements des méduloblastomes, avec une amélioration donc significative ici, vous l'avez vu, des traitements standards en termes de chimiothérapie et de radiothérapie. Et bien évidemment, puisque c'est, vous l'avez compris aussi, un projet qui débute, entre guillemets, en termes de longueur de science. On n'a pas fait des années dessus. Donc, on a tout ce qui est validation in vivo qui est programmé là actuellement, encore en collaboration avec Olivier Hérault et puis avec d'autres collaborateurs pour la chimiothérapie. Et puis, on a évidemment, donc, alors je vais reciter les mêmes avec Eddy Pasquier, toujours là, et donc Nicolas André, évidemment. Un gros travail d'identification de la cible en tant que telle, parce que là, je vous ai parlé de mécanismes d'action et de processus moléculaires et de voies de signalisation, mais il nous reste quand même à identifier la cible première à laquelle se fixent les bêta-bloquants pour vraiment définitivement décortiquer ce mécanisme d'action et pouvoir rationaliser au mieux les futures associations. Voilà, alors la photo qui est là, c'est Maïlis, c'est celle qui est en thèse avec moi, là, qui se fait les manips. Et puis donc, au-delà de la petite équipe qui travaille sur les tumeurs pédiatriques, donc vous avez compris, on travaille avec Eddy Pasquier, Paul Brémond, c'est le chimiste. Alors malheureusement, je ne vous ai pas parlé de certaines des molécules et j'aurai pas le temps dérivées de ces bêta-bloquants. Et puis, comme les autres, un grand merci aux associations qui nous soutiennent, sans lesquelles, il faut être très clair, ce travail n'aurait pas vu le jour. Et je respire.